the human is denied every day to hundreds of millions of people. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Bonjour à tous et bienvenue pour le lancement donc, de cette 5e édition de la Masterclass Global Actors for Peace. Donc, je m'appelle Ioannis Panoussis, je suis le doyen de la faculté de droit. Je me permets de faire un petit clin d'œil tout particulier à nos étudiants qui sont ici en présentiel, donc, puisque nous avons enfin repris en présentiel, et un petit clin d'œil à l'ensemble des invités et participants qui se sont lancés en hybride. Donc, voici notre première expérience d'hybridation scientifique pour l'année 2021-2022. J'espère très sincèrement, comme l'année dernière, que ce sera un véritable succès. En tout cas, nous avons appris à vivre avec les nouveaux outils technologiques et les crises sanitaires et on en a tiré le meilleur pour pouvoir effectivement tenir cette édition de la Masterclass qui nous tient tant à cœur. Je passe maintenant la parole à Valentine. Merci. Merci, Ioannis, and please allow me to switch to English. As you know, this is a bilingual event, as Ioannis mentioned, and it's a masterclass that has a global vocation. It's a masterclass that, as the title says, is Global Actors for Peace. You see from the poster that not only wanted to suggest a reflection on the role that non-state actors can have in building interstate peace, but this year, continuing the conversation we started in January, put the world upside down. So the focus of this year is actually global actors for peace beyond the West and the rest. And this global vocation is reflected in the global audience that we are having for this edition, taking the most from the hybrid and then fully online version we will have from Wednesday on. Let me say that it's very beautiful to see you guys in person nonetheless, and to have this inauguration today and see each other, at least in the eyes. And this global vocation that is reflected in having people from all over the world continuing the conversation with us in Lille, it's something that I find remarkable. As Ioannis remember, this is a project that started 5 years ago. This is the 5th edition. And it's a project that I think became a flag event of our university and of our faculty. Sonia will probably better explain also what has been the academic idea behind this masterclass. And what I would like just to add is that in the subtitle we choose, without repeating many of the things that we already said, was somehow trying to suggest a reflection that help us to move beyond Eurocentric, Western-centric vision of peace studies, but as well human rights, international law. As you will see, many of the conversations that we will have all over this week will move between or among universalist, relativist, pluralist vision of human rights, international law, and peace as such. We will have, of course, I have really the pleasure of meeting, at least in visual, Professor Lenti Gruja. We will have Ratna Kapoor bringing a post-colonialist feminist vision, Bruno Zima, Emeritus Justice of the ICJ. So we will have multiple personalities, and we will remember a few of them later without taking so much time in this introduction. The approach that Ioannis said, that is this pluridisciplinary approach, I think is the trademark of this masterclass. Promoting the encounter among academics, civil society, practitioners, students, and civil society at large is what we wanted for this masterclass. And this masterclass happens not by chance on the 3rd week of September. Tomorrow is the International Day of Peace, and we celebrate it in this way. We think is one of the best way we can imagine to celebrate the International Day of Peace.
Let me conclude with just a little thank, because such an event that takes such a long preparation would not be possible without the help, involvement, support of many people. The first thank is, of course, to my co-organizer, Ioannis Panousis, our dean, Sonia Legurielek, of course, really my twin sister in this enterprise. The participant of this edition, so all the great scholars that and practitioners and activists that will be with us over this week, all the participants from all over the world, and among these, a particular hello or particular thanks goes to the students and to the professor Yania Maria Lopez Saldanha and to Delphine Dogo, one of our professors who really put in place a wonderful collaboration. And we have actually numerous students from Brazil who are actually attending this masterclass, putting, in reality, a collaboration that our university starts. Noémie Delivanet-Clos, that has been really like the great ingénieur behind all the technical aspects and organizational aspects of this masterclass, and as well the husband, because this beautiful music and sound that we have, the soundtrack of our masterclass, is original and as an author. And of course, last but not least, our students, our FLD students, in particular, our Master 1 and Master 2 students, because this is also your project, guys. And we really want that you feel the ownership of it is for you, is also with your collaboration and involvement. So I hope we can all enjoy this week as much as possible. Thanks a lot. Alors, pour terminer, je vais faire court, mais pour vraiment introduire maintenant la question de la paix et ce qu'on va essayer de comprendre cette semaine. Alors, je vous rassure, on ne fera pas des longues intros comme ça tous les jours. C'est le premier jour, on lance la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre cette semaine? On va essayer déjà de définir ce qu'est la paix. La paix, c'est un concept fondamental au sens où toutes les sociétés doivent se définir en rapport à cette question, à ce concept. Et c'est un concept qui est par essence polysémique. C'est la première fois que je fais un cours avec le masque, donc je teste. Donc, c'est un concept qui est par essence polysémique. On va essayer de garder cette question en tête parce qu'on va vouloir comprendre, définir ce qu'est la paix concrètement, conceptuellement, parce qu'il y a derrière, il y a des politiques publiques et on va essayer de répondre à la question centrale aussi de comment développer des politiques de peace building en définissant la paix. L'idée, c'est de concevoir donc des concepts comme la paix dans un contexte politique et historique différent, ce qu'on verra tout au long de la semaine. Et notre deuxième grande problématique sera en lien avec ce que Valentina vient de vous expliquer, avec cette question de savoir s'il y a véritablement un clivage beyond the West and the rest, est-ce qu'il y a vraiment un clivage dans la conceptualisation de la paix. Notre objectif, on vous l'a dit, c'est d'enrichir nos questionnements, c'est de décentrer notre regard, de voir comment on pense la paix ailleurs, sous d'autres contrées, pour appréhender ce concept de paix, donc par les Suds et par le local également. En effet, vous avez eu toute une littérature qu'on appelle les approches libérales de la paix qui ont été critiquées, et on est encore dans cette vague de critiques aujourd'hui. Et les critiques se sont basées sur la conception locale de la paix. Comment comprendre au niveau local? C'est ce qu'on appelle le local term. Et donc, cette approche essaye de comprendre comment les communautés s'approprient la paix. C'est ce qu'on va essayer de voir toute la semaine. Ce sera une des questions qu'on gardera en tête, parce qu'on va essayer aussi de voir si les organisations internationales ont adopté ce local term ou si elles ont toujours une lecture de la paix par les lunettes des approches libérales. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, on va essayer d'avoir des réflexions avec des cas d'études. Donc, on va parler de la Colombie, du Sri Lanka, du Moyen-Orient, de l'Irak ce soir, du Sahel jeudi matin. On aura des approches qualitatives et des méthodologies qualitatives et quantitatives, notamment mercredi, où on pourra comparer les deux, l'approche globale, l'approche locale avec du quantitatif et du qualitatif. On aura des échelles d'analyse différentes et des expertises différentes de personnes de la société civile, des universitaires, etc. Donc, j'espère qu'avec toutes ces informations, on arrivera un peu à faire le tour et à débroussailler ce concept qu'est la paix et à mieux comprendre en fin de semaine. Et on commence avec la première conférence que Ioannis va introduire.
Alors, nous passons aux choses sérieuses, puisque ça, c'est la partie cosmétique d'une masterclass, c'est-à-dire que les organisateurs doivent prendre la parole pour vous communiquer à quel point ils sont heureux de l'organisation de cet événement. Mais derrière cela se cache un investissement énorme tout le long de l'année qui vient de passer pour pouvoir être vraiment prêt le jour J, encore plus avec les contraintes que nous connaissons depuis un certain moment. Donc, en tant que doyen, je le fais maintenant, je le ferai naturellement à la fin, mais un grand bravo et merci à l'ensemble des équipes qui se sont investies. Et j'inclus dans cela les étudiants et l'association Printemps Solidaire pour tout l'investissement qui a été le sien et les étudiants à titre individuel qui ont permis que cela soit possible aujourd'hui dans cette forme hybride. Alors, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la conférence inaugurale de notre masterclass. Alors, c'est un immense plaisir et honneur pour moi. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de devoir l'introduire dans cette configuration-là, d'inviter une personne qui m'est particulièrement chère pour faire cette conférence inaugurale. Il s'agit du professeur Hélène Tigourdja. Bonjour Hélène. Donc, Hélène Tigourdja qui nous parlera du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, au-delà du West and the Rest, approche globale de la paix et des conflits. Hélène Tigourdja est professeure à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est professeure invitée à la NYU, où elle se trouve actuellement, d'où elle nous rejoint. Mais si on lui a confié ce beau sujet, c'est aussi et surtout parce qu'elle est un des 18 experts indépendants qui composent le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, c'est à ce titre que cette expertise nous sera livrée aujourd'hui. Au-delà de cela, elle est professeure invitée de très nombreuses universités dans le monde, donc je ne vais pas les citer. Elle est aussi experte pour le Conseil de l'Europe, elle est experte pour l'Union européenne, pour les Nations unies. Elle est dans la liste des experts en matière de réparation devant la Cour pénale internationale. Donc, ça vous donne un tout petit peu une idée, un aperçu du pédigré de notre invitée. Donc, félicitations. Elle est auteure de très nombreux ouvrages et articles en français et en anglais. Et elle a cette particularité d'avoir une vraie vision globale des choses. Elle n'est pas que eurocentrée. Et je pense que c'est une des principales qualités lorsqu'on touche justement à cette approche beyond the West and the rest, et qu'on veut avoir cette approche un peu déconcentrée, décentralisée, différente des choses, en tout cas pas eurocentrée, si possible. Et ce serait très intéressant de savoir comment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'en sort, sachant que sa composition est déjà particulière et que ça permet une vraie représentation mondiale. Je m'arrête là. Alors, professeur Hélène Tigourdja, la parole est à vous et c'est un immense honneur pour nous de vous entendre pendant cette conférence inaugurale. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Et c'est évidemment un très grand plaisir pour moi d'être avec vous pour lancer cette semaine qui, d'après le programme qui vous a été annoncé, ça va être extrêmement riche. Donc c'est d'autant plus un très grand plaisir qu'effectivement, j'ai beaucoup d'affinités avec l'Akato, à la fois personnelle et pédagogique pendant longtemps. Donc, c'est évidemment tout à fait un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, comme on vous l'a dit, cette conférence est faite pour les étudiants, pour les participants. Donc, je ne vais pas parler pendant 2 heures. L'idée, c'est d'introduire effectivement quelques grandes idées ou quelques grands points autour du travail du Comité des droits de l'homme en lien avec le thème de votre masterclass et ensuite de laisser la place à la discussion. Je précise évidemment que je ne m'exprime pas ici en tant que membre du comité, mais en tant qu'académique, ce qui va me permettre d'avoir un certain discours critique vis-à-vis de ce que peut faire le comité et est-ce que l'on peut considérer que le comité est vraiment un acteur global de la paix. Peut-être d'abord une remarque pour démarrer, sur le titre et le vocabulaire qui est utilisé pour cet événement, qui moi, je dois le dire, mais c'est aussi pour provoquer la discussion, me dérange en réalité. Et j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif parce que en voulant aller au-delà de quelque chose, en réalité, ça fait 2-3 fois que j'entends le reste, ailleurs, etc. Et je trouve que c'est
dans une démarche que je comprends, qui est la démarche de décoloniser la pensée juridique. En réalité, le titre de l'événement même, finalement, même s'il y a les guillemets, en parlant du reste, en parlant de l'ailleurs, utilise un vocabulaire qui est au mieux condescendant, au pire, j'allais dire, extrêmement violent pour le reste et l'ailleurs. Et de mon point de vue, peut-être un petit peu malheureux, mais ça peut être un élément de discussion. Mais j'étais assez intriguée par le titre de l'événement. Alors, c'est vrai qu'en anglais, ça rend bien, mais même si on a parlé de cosmétique au début, on n'est pas à l'université pour faire de la cosmétique, donc il faut aller au-delà de la cosmétique. Et encore une fois, les guillemets, pour moi, ne règlent pas la question. Et donc, il faut peut-être faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Encore une fois, surtout quand on est dans une démarche qui est une démarche ou qui se veut une démarche de décolonisation de la pensée, décentralisation du point de vue, etc. Donc, j'étais un petit peu surprise ou un petit peu déstabilisée, ou je suis déstabilisée par le vocabulaire qui est utilisé. Alors, je vais peut-être essayer de rassembler les idées en trois autour de trois grands thèmes. Et puis, encore une fois, je vais surveiller mon temps de parole, d'autant que je devrais vous quitter un petit peu avant 4 heures pour vous. Mais je vais essayer de rassembler mes idées autour de trois grandes questions, à la fois des questions peut-être un peu plus générales, un peu plus institutionnelles sur le caractère réellement universel ou pas du Comité des droits de l'homme. Ensuite, plus concrètement, comment est-ce que le comité, dans son travail et autour des 3 missions qui sont les siennes, comment est-ce que le comité essaie d'offrir réellement une approche universelle sur des questions pratiques de droits de l'homme. Et je terminerai sur cette question de la paix. Et quelle est ou quelle pourrait être, s'il y en a une, et encore une fois, j'en suis pas certaine, mais quelle pourrait être la contribution du Comité des droits de l'homme à cette espèce de droit à la paix, alors qui n'est pas en tant que tel un droit protégé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais bon, est-ce qu'on peut trouver dans la pratique du Comité des droits de l'homme des choses, des éléments qui peuvent nourrir ou qui vont nourrir ce droit à la paix, si l'on considère encore une fois que c'est un droit de l'homme, un droit individuel et ou un droit collectif. Alors d'abord, premier point sur je lance mon chronomètre, sur les choses plus institutionnelles et comment, dans son fonctionnement, dans sa composition, le doyen Panoussis en a parlé, le Comité des droits de l'homme peut se présenter ou pas comme un organe universel de protection des droits de l'homme. Alors, je le dis, je ne sais pas si tout le monde connaît le Comité des droits de l'homme, mais c'est l'un des organes, ce qu'on appelle les organes conventionnels des Nations Unies, c'est-à-dire que c'est l'un des 10 organes, il y a 9 conventions droits de l'homme Nations Unies, mais il y a 10 organes, c'est l'un des 10 organes de traité, donc comme le nom l'indique, qui a été créé par une convention particulière, par un traité particulier que l'on appelle le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966. Et la date est importante, on reviendra sur cette idée de Ouest-Est, etc., mais encore une fois, je n'adhère pas tout à fait à ça, mais la date 1966 est importante parce que, évidemment, les organes de droits de l'homme ne sont pas créés dans l'abstrait, et donc le Comité des droits de l'homme lui-même est le fruit, en réalité, lors de sa création, d'un combat politique entre deux blocs à ce moment-là, et qui n'arrivent pas à s'entendre sur la mise en place d'un organe unique qui représenterait ou qui défendrait à la fois les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels. Dans les années 50, 60, on se déchire sur ces questions-là aux Nations Unies pour plein de raisons idéologiques sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez dans la discussion.
Et comme on ne s'entend pas, comme les États ne s'entendent pas, eh bien, ils décident de créer deux organes, deux traités, pardon, de séparer deux instruments, le pacte international relatif aux droits civils et politiques d'un côté, et le même jour, mais rédigé de manière complètement différente, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et dès le départ, les États, en adoptant ces deux instruments, dès le départ, notamment les États occidentaux, montrent que pour eux, ce qui est le plus important, ce sont les droits civils et politiques. Et donc, ils créent ce fameux comité des droits de l'homme, et donc sa création et son existence est prévue dans le pacte sur les droits civils et politiques, alors que dans le PIDESC, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, parce que les États occidentaux majoritaires, plus forts, etc., estiment que les droits économiques, sociaux et culturels, ce n'est pas important, eh bien, ne prévoit pas d'organes de protection. Donc, on a dès le départ, et je suis obligée de le dire, mais on a dès le départ un comité des droits de l'homme qui est mis en avant, mais qui est mis en avant, là encore, pour des raisons essentiellement idéologiques, parce que c'est cette approche occidentale des droits de l'homme qui prédomine, et donc il faudra attendre les années 80 pour qu'un comité relatif aux droits économiques, sociaux et culturels soit mis en place. Et jusqu'à aujourd'hui, mais encore une fois, j'y reviendrai, et jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment dans l'esprit des États, voire même des experts eux-mêmes, des Nations Unies, etc., une différence entre les deux qui renvoie à ce débat, encore une fois, idéologique sur les droits civils et politiques qui seraient supérieurs, qui seraient plus importants que les droits économiques, sociaux et culturels. Et évidemment, ça, c'est un élément, c'est l'une des questions clés ou l'une des questions centrales aujourd'hui en droit international des droits de l'homme. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser justement cet archaïsme qui consiste à séparer en catégories, en générations, les droits de l'homme? Donc, le Comité des droits de l'homme, organe de surveillance du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, le doyen Panoussis, Yanis Panoussis le disait, le Comité des droits de l'homme, dans sa composition, est censé être un organe universel. C'est-à-dire, et c'est inscrit dans le pacte sur les droits civils et politiques, c'est-à-dire qu'il est censé, parmi les 18 membres, il est censé refléter les différentes traditions juridiques, évidemment les différentes zones géographiques. Alors, on ne le dit pas comme tel dans le pacte, et c'est pas, effectivement, c'est pas respecté en pratique. Il est censé aussi refléter l'équilibre de genre, etc., ce qui est pas le cas. Mais pour autant, on n'a pas, à l'inverse d'autres organes Nations Unies, on n'a pas, par exemple, lorsque les membres sont élus, tous les 2 ans, on n'a pas de quota géographique. C'est une élection universelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas annoncer, par exemple, qu'il y a 5 postes pour le groupe Afrique, 5 postes pour le groupe Amérique latine, ce qu'on appelle les WEOG, donc les États occidentaux, donc c'est Europe occidentale plus États-Unis, Israël, Australie, il y a d'autres, il y a le Canada, et il y a un autre groupe, Europe centrale et orientale. Bon, mais on ne fonctionne pas comme ça au moment des élections. Et donc, ça veut dire qu'en pratique, en réalité, si vous analysez, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir comment est composé ou comment est composé le comité, mais en réalité, en pratique, on n'a pas du tout, ou on a rarement un équilibre parfait ou représentatif du monde au Comité des droits de l'homme. Alors, selon les époques, il va y avoir vraiment une prédominance des membres issus des États occidentaux, du groupe WEOG. Bon, en ce moment, l'équilibre est plutôt
favorable au groupe Afrique, puisqu'il y a eu des élections l'année dernière et il y a eu un nombre important de personnes, de candidats et de membres du groupe Afrique qui ont été élus. En revanche, les deux groupes, par exemple, qui sont très, 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 très peu représentés au comité des droits de l'homme, et c'est dommage évidemment en termes justement de tradition juridique et d'expression culturelle et pluraliste du droit, c'est le groupe, ce qu'on appelle GRULAC, donc c'est Amérique centrale et Amérique latine, donc c'est un groupe qui est très peu représenté au comité des droits de l'homme. On a que 3 membres, et c'est très dommage parce que, évidemment, moi étant une grande admiratrice de la jurisprudence des organes interaméricains de protection des droits de l'homme, je trouve très dommage que dans les travaux du Comité des droits de l'homme, finalement, on n'ait pas suffisamment de représentants de ce groupe, donc le GRULAC, groupe Amérique centrale, Amérique latine. Et ça n'est pas parce que les candidats se font battre aux élections, c'est parce que les États présentent moins de candidats, se battent moins, et pratiquement jamais de femmes présentées aux élections par ce groupe. Aux dernières élections, aucun candidat n'est passé et aucune femme n'a été présentée par les États de ce groupe Amérique centrale, Amérique latine. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que, comme il y a un système régional, les États s'intéressent moins aux mécanismes Nations Unies, je l'ignore, mais en tout cas, c'est vraiment très dommage parce qu'il y a plein de choses que l'on pourrait apprendre, que l'on pourrait aller emprunter aux systèmes nationaux d'Amérique centrale, Amérique latine ou à la jurisprudence des organes régionaux latino-américains, mais forcément, c'est plus difficile sans représentation forte de ce groupe au sein des 18. Et l'autre zone géographique, l'autre groupe géographique, on fonctionne en groupe, qui sont informels, mais quand même, c'est le groupe Asie qui est pratiquement pas représenté. Alors là, c'est exceptionnel parce qu'on a 2 personnes du groupe Asie, donc un membre japonais, un membre de sud-coréen, mais pendant très longtemps, on n'avait qu'un membre japonais. Et donc, alors ça, c'est un peu différent. Ici, la raison peut-être est un peu différente de la non-représentation ou faible représentation. Sur les 173 États parties, bon, il manque pas mal d'États, et notamment d'États asiatiques. Bon, c'est peut-être une clé d'explication. L'autre, je ne sais pas, peut-être une défiance. Mais en tout cas, c'est vrai que là encore, on a très, 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 très peu. On parlait de pluralisme au début dans la présentation, mais on n'a pas du tout de pluralisme de ce point de vue-là. Donc, vous le devinez, ça veut dire aussi que même si les WEOG, donc les Europe occidentale, les Occidentaux donc, sont peut-être parfois, selon les moments, selon les époques, numériquement moins importants, en réalité, ce sont eux qui vont prédominer. Il suffit qu'il y ait un Américain, un Britannique et un Français au Comité des droits de l'homme, et ce qui a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, on n'a plus d'Américains, on n'a plus de Britanniques, mais maintenant que Trump est parti, je pense qu'aux prochaines élections, il y aura un candidat américain qui sera élu. Il y a eu des candidats américains sous Trump, mais qui ont été battus. Mais bon, là, quand on a comme ça 3 experts qui viennent d'États, en plus membres permanents du Conseil de sécurité, en réalité, il y a une prédominance, même dans la prise de parole, etc., qui est assez flagrante. Donc, tout ça pour dire que si dans la composition, on devrait avoir normalement cette expression universelle des différentes traditions juridiques, culturelles, philosophiques, morales, religieuses, etc., en réalité, ça n'est pas du tout le cas. Ou ça n'est pas le cas. Et puis, encore une fois, il y a un vrai déséquilibre aussi du genre au Comité des droits de l'homme.
Bon, mais ça, on pourra éventuellement aussi y revenir. Alors, toujours sur ces questions, je suis toujours dans mon premier grand point, toujours sur ces questions institutionnelles. Donc, je le disais, on a 173 États partis. Ce n'est pas le traité de droits de l'homme le plus ratifié des Nations Unies, mais bon, 173 États, c'est quand même, on est proche des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies. Bon, mais là encore, il est évident que tous les États, bien sûr, ne sont pas engagés de la même manière au comité, vis-à-vis du comité, vis-à-vis du respect des droits et libertés qui sont inscrits, qui sont protégés par le pacte. Bon, et comme je le disais à l'instant, les groupes ou les États qui sont très dynamiques, ça va être plutôt les États occidentaux. Donc, quand je dis qu'ils sont très dynamiques, c'est qu'ils vont envoyer les rapports qu'ils doivent envoyer au comité sur l'état d'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui va être peut-être moins le cas d'autres États donc, qui ne respectent pas ou n'envoient pas leur rapport comme ils devraient le faire. Donc, on a effectivement une couverture universelle ou quasi universelle, mais là encore, qui en pratique ne signifie pas que tous les États prennent au sérieux leur engagement ou leurs engagements de la même manière. Et même chose pour la société civile. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable, et c'est pour ça que je disais faire attention aussi au vocabulaire que l'on utilise. Même chose pour la société civile. Donc le siège du Comité des droits de l'homme, c'est Genève, donc l'Europe. Donc, on va avoir énormément d'ONG qui vont graviter évidemment autour du siège du Comité des droits de l'homme, donc autour du Palais Wilson où travaille le Comité des droits de l'homme, donc 3 sessions par an, mais le secrétariat aussi du commissariat aux droits de l'homme se trouve à Genève. Donc, il y a plein d'ONG qui vont graviter autour de ce centre de Genève, on va dire. Donc, il y a vraiment cette approche européocentrée de l'action des ONG. Et alors, c'est vrai que là, il y a aussi peut-être parfois, pas parfois, même souvent, une inégalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'ONG qui vont travailler sur des sujets ou qui vont travailler sur des questions concernant la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Et puis, quand on cherche des informations, quand on a un dialogue avec un État, je vais prendre un exemple récent, quand on a un dialogue avec un État ou quand on prépare un dialogue avec un État comme le Burundi, eh bien, pour trouver une ONG ou le Cap-Vert ou un autre État qui n'est pas dans ce prisme statocentré ou qui n'intéresse pas spécialement les ONG, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile de trouver des acteurs de la société civile qui soient véritablement intéressés, qui puissent nous donner des informations, etc. Donc, j'avais eu récemment la possibilité et l'occasion de le dire à la société civile, faire attention aussi à ne pas reproduire ce déséquilibre entre les États. C'est très bien d'avoir plein d'informations sur l'état des droits de l'homme en France ou l'état des droits de l'homme au Royaume-Uni, mais nous, en tant qu'experts, on n'a pas de problème en réalité pour accéder à ces informations-là, parce que ces États-là ont en général des institutions nationales qui fonctionnent bien, donc qui rendent des rapports, sont partis à des mécanismes régionaux. Donc, il n'y a pas de problème d'accès. En revanche, il y a plein de pays pour lesquels on n'a pas d'infos. Le Bélarus, c'est compliqué en ce moment, etc. Mais ça intéresse moins la société civile, alors parce que ce sont des petits pays, parce qu'on n'est pas dans le Ouest et l'Europe. C'est peut-être moins glamour de travailler sur tel petit pays que tel grand État ou telle grande démocratie. Et donc, là aussi, derrière, évidemment, l'action très positive des ONG,
parfois, sans même s'en rendre compte, elles reproduisent, ces rapports de force, et elles reproduisent ces rapports de domination. Donc, encore une fois, on croule sous les rapports d'ONG concernant le Canada ou la France, ce qui est très bien, mais ce n'est pas là où moi j'en ai besoin, par exemple. Bon, quand il y a un dialogue avec la France, je ne participe pas, mais quand on travaille sur le Canada ou autre, là, c'est pas là où on a le plus besoin que la société civile fasse l'éclairage, informe sur ce que subit la population, ce que fait le gouvernement, etc., etc. Donc, là encore, la société civile, et je le dis pour les étudiants, pour ceux d'entre vous qui se destineraient à une carrière de ce type-là, c'est-à-dire travailler pour des ONG ou pour la société civile, la société civile est parfois vue comme un acteur plus angélique que l'État, plus positif que l'État, ce qui peut être vrai, mais il faut aussi faire attention dans les causes que l'on choisit, parce qu'encore une fois, parfois, même sans s'en rendre compte, on peut reproduire des situations de déséquilibre ou des situations de domination. Et la dernière chose un petit peu générale que je mentionnerai en partant de l'idée d'universalité ou d'universalisme du pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est sur la substance, justement. Le pacte international, comme je l'ai dit, est centré, lorsqu'il est adopté en 1966, il est centré véritablement sur les droits civils et politiques en prenant modèle sur la Convention européenne des droits de l'homme qui a été adoptée quelques années plus tôt. Et l'idée du pacte international relatif aux droits civils et politiques est d'amener au niveau universel et d'affirmer au niveau universel pratiquement les mêmes droits, et le catalogue est à peu près similaire, pas tout à fait, mais à peu près similaire, pratiquement les mêmes droits que ceux que l'on va trouver dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quelque part, et c'est un problème et un paradoxe. En réalité, le contenu du pacte n'est pas du tout universel. Le contenu du pacte, comme je le disais au tout début, reflète une toute petite partie des droits de l'homme. D'ailleurs, le comité ne devrait pas s'appeler Comité des droits de l'homme, il devrait s'appeler Comité des droits civils et politiques, puisqu'on ne travaille pas sur toute la gamme de droits de l'homme qui existe, qui serait fondée sur l'indivisibilité, l'interdépendance. Donc, le pacte ne reprend finalement qu'une petite partie de ce catalogue qui est inscrit dès 1948 dans la Déclaration universelle. La Déclaration universelle, elle, des droits de l'homme, elle est porteuse de cet idéal d'interdépendance, d'indivisibilité des droits, alors que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais finalement, casse cette universalité parce que reflète, comme je l'ai dit, reflète cette approche très individualiste et très européocentrée des droits de l'homme qui mettent en avant finalement les lumières, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté physique, la vie, etc. Mais pas du tout les droits de l'homme, encore une fois, au sens universel, alors c'est-à-dire peut-être à la fois individuel, collectif, et puis en y insérant des droits économiques, sociaux et culturels. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2021 et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour vous dire le poids de l'idéologie, le poids de cette construction complètement arbitraire des droits de l'homme en différentes générations, mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez dans la manière de réfléchir des membres du Comité des droits de l'homme cette idée que notre mandat, ce sont les droits civils et politiques, pas les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, on fonctionne encore avec cette séparation complètement arbitraire, et encore une fois, qui est complètement historique et qui s'explique pour des raisons politiques et idéologiques liées au contexte des années 50 et des années 60. Mais très concrètement aujourd'hui, quand on a, et je vais évoquer une affaire que l'on vient d'adopter, mais quand on a une affaire, par exemple, individuelle, un cas individuel de violation de droits de l'homme, violation du droit à la vie,
ou violation du droit des communautés autochtones. Je reviendrai sur cette question des communautés autochtones, touchées par l'environnement, touchées par la pollution. Alors, de mon point de vue, et du point de vue des victimes, ce type d'affaires-là pose un problème, ou peut poser un problème au regard du pacte sur les droits civils et politiques, sous l'angle, par exemple, du droit au domicile. Si tout le domicile est détruit à cause de la pollution ou de l'utilisation de produits toxiques, eh bien, ça peut s'analyser sous l'angle d'un droit civil qu'est le droit à la vie familiale, vie privée, respect du domicile. Ça peut également, sous l'angle du pacte, s'analyser au regard d'une disposition qui est l'article 27, qui concerne le droit des membres des communautés de vivre selon leurs traditions culturelles, etc. Bon. Et donc, récemment, la décision n'est pas encore sortie, mais elle est officielle, donc je peux en parler. Récemment, on a adopté, donc en juillet 2021, une décision contre le Paraguay concernant cette question-là. Donc, on verra comment, enfin, vous verrez comment le comité a décidé. Bon. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il y a encore cette idée, et parmi les discussions que l'on avait, c'était assez flagrant, il y a encore cette idée que ce n'est pas dans notre mandat de travailler sur des questions environnementales. Alors ça peut, on parle, dans le titre, ce que j'aime bien, dans le titre de votre masterclass, ce que j'aime bien, ce que je retiens, c'est le beyond, au-delà. Et donc, évidemment, c'est très difficile de continuer à accepter que on ne traite pas de questions climatiques, environnementales, etc., puisqu'on le sait bien, au-delà de la stricte catégorisation des droits de l'homme, en réalité, l'environnement touche tout. On peut considérer que c'est un droit de deuxième ou de troisième génération. Bon, on va laisser ça au débat doctrinal. Maintenant, concrètement, les atteintes à l'environnement touchent le droit à la vie, l'intégrité des personnes, la dignité, le domicile, etc., etc. Donc, il faut aller au-delà, justement, du mandat strict que l'on va trouver dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Eh bien, ça, intellectuellement, et encore une fois, on est en 2021, donc le pacte a été adopté en 1966, intellectuellement, ça reste extrêmement difficile à faire accepter. Et ça reste très difficile parce qu'encore une fois, eh bien, il y a un autre comité. Il y a un comité DESC, droit économique, socio et culturel. Donc, ce n'est pas à nous de nous mêler des affaires d'environnement, de maladies, donc santé, etc., etc. Et donc, évidemment, c'est une limite. Je ne peux pas détailler, je peux parler de la décision, mais je ne peux pas détailler la solution. Mais évidemment, ça va être une limite à ce que va pouvoir faire le Comité des droits de l'homme, tant qu'on avance de cette manière-là complètement fragmentée, c'est une limite à ce que va pouvoir faire le Comité des droits de l'homme en tant qu'organe universel au sens substantiel du terme. À partir du moment où lui s'intéresse à une partie des droits de l'homme avec cette approche en plus très stricte, bon, il y a un certain archaïsme, je dirais, dans l'approche des droits de l'homme du comité, heureusement, qui n'est pas partagé par tous les organes de protection des droits de l'homme. Mais bon, je pourrais revenir sur ce plan-là. Alors, j'arrive à mon deuxième grand point, enfin au deuxième grand point que je voulais évoquer, en étant peut-être un petit peu plus précise. Et je vais revenir sur le beyond, donc au-delà. Comment est-ce que le comité fait plus concrètement pour travailler avec 173 États? C'est-à-dire des États complètement différents du point de vue juridique, de développement, économique, militaire, démographique, religieux, moral, etc., etc. Et comment se manifeste, au-delà de la critique que je viens d'émettre, en disant, il est empêché, je dirais, dans sa mission d'organe universel, il est déjà limité par cette approche centrée sur les droits civils et politiques. Mais au-delà de ça, comment est-ce que concrètement le Comité des droits de l'homme
essaie de s'adresser ou s'adresse à ces 173 États, encore une fois, aux problèmes de droits de l'homme complètement différents, à la société ou aux sociétés complètement différentes. Alors, je dirais, la manière dont essaie de travailler le Comité des droits de l'homme, c'est en essayant de neutraliser le plus possible tout ce qui va être perçu comme un élément de relativisme. Le doyen Panoussis a évoqué ce terme-là. Le relativisme, ça évidemment, c'est l'une des difficultés principales à laquelle se heurtent tous les organes Nations Unies de droits de l'homme. Donc le Comité des droits de l'homme, dans son dialogue avec les États, va essayer de neutraliser ces particularités, ces relativismes, ces différences de contexte culturel, sans pour autant, même si c'est la critique que l'on peut lui adresser et que parfois certains États lui adressent, sans pour autant, évidemment, pratiquer l'assimilation. Il ne s'agit pas d'assimiler à marche forcée les 173 États en disant vous n'avez pas le droit d'être divers, vous n'avez pas le droit d'avoir ce fameux pluralisme dont on parlait, donc une approche différente, c'est pas ça, mais c'est neutraliser, c'est-à-dire gommer ce qui, dans les ordres juridiques nationaux, je vais vous donner quelques exemples, ce qui, dans les ordres juridiques nationaux, va être considéré comme violateur de droits de l'homme. Par exemple, je vous donne peut-être 2 ou 3 exemples. Premier exemple, évidemment, neutralisation des contextes culturels, religieux, sociétaux ou moraux. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le Comité des droits de l'homme ne veuille pas entendre parler de religion, morale, etc. Mais quand on discute avortement et droit des femmes d'accéder à un avortement sain, légal, qui ne mette pas leur vie en danger. Quand on discute peine de mort, ou lorsque l'on discute des droits des personnes LGBT, tout ce qui va être lié à l'orientation sexuelle, ce sont les sujets les plus tabous en droit de l'homme. Ça, en général, on peut parler torture, terrorisme, etc. Bon, les États répondent, voilà. Mais vous abordez les questions d'avortement, vous abordez les questions droits des personnes LGBT, ou vous abordez les questions peine de mort, souvent, c'est là que va se nicher le relativisme culturel en disant « Ah, moi, je ne peux pas dépénaliser les relations entre 2 personnes de même sexe. » Souvent, il y a beaucoup encore de codes pénaux qui incriminent, c'est-à-dire qui vont vraiment prévoir des peines de prison, voire la peine de mort, pour des personnes qui ont pour l'homosexualité, contre l'homosexualité en fait. Donc voilà, on va appeler ça différemment selon les États. Eh bien, l'argument premier qui est utilisé, donc nous évidemment, les membres du comité sont obligés de relever ça, puisque c'est une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, c'est une atteinte à la dignité, c'est une atteinte à la vie, etc. Bon, le fait d'avoir dans les législations nationales ce type d'incrimination, c'est contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Eh bien, en général, l'argument utilisé, c'est « Ah, la société n'est pas prête » ou « Ça, c'est une valeur occidentale, donc nous, on n'en veut pas ». Ce qui est complètement faux, ce n'est pas une valeur occidentale, la dignité n'est pas une valeur occidentale, l'égalité n'est pas une valeur occidentale, la protection du droit à la vie n'est pas une valeur occidentale. Et donc, en général, ce n'est pas difficile de le montrer parce qu'on peut trouver justement dans la jurisprudence des organes africains de protection des droits de l'homme ou dans la jurisprudence des organes interaméricains des droits de l'homme, des éléments qui montrent que justement ce ne sont pas des valeurs occidentales, mais ce sont bien des valeurs universelles. Et donc, évidemment, on essaie de rendre sensible l'État
à la nécessité de modifier son droit interne. Et en tout cas, ces questions, cet argument tiré de la société qui n'est pas prête à, ce sont des arguments évidemment pour le Comité des droits de l'homme qui ne sont pas recevables. On parle d'obligations juridiques, on n'est pas là pour discuter relativisme religieux ou relativisme fondé sur l'opinion publique qui n'est pas prête à accepter telle ou telle forme de vie. Et pour l'accès à l'avortement, c'est la même chose. Il ne s'agit pas pour nous, pour le Comité des droits de l'homme, de se lancer dans des débats religieux sur le point de départ du droit à la vie, etc. Ce n'est pas le problème. Il existe un droit qui est le droit d'accéder à un avortement sain et légal pour éviter justement que les femmes, ce qui se passe dans beaucoup de régions du monde où l'avortement est interdit, pour éviter que les femmes, justement, n'aient recours à des avortements clandestins. Donc, ça porte atteinte au droit à leur vie. Et donc, évidemment, on n'accepte pas les arguments tirés de, là encore, du relativisme religieux ou du relativisme moral. Donc, l'approche universelle, c'est ça. Et encore une fois, ce n'est pas une universalité qui serait fabriquée à Genève, mais pour essayer d'être convaincant, évidemment, dans le dialogue avec les États, on essaie de montrer que cette approche de la dignité ou cette approche de la vie ou cette approche de l'égalité ou cette approche de la non-discrimination, mais ce sont des valeurs que l'on va retrouver en droit africain des droits de l'homme, en droit interaméricain des droits de l'homme. Et quand on peut trouver, par exemple, des décisions de telle juridiction nationale asiatique, évidemment, on essaie aussi pour montrer, là encore, que ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué ou tiré uniquement de valeurs dites occidentales. Alors, deuxième exemple d'approche qui essaie de neutraliser en quelque sorte encore une fois, sans les nier, il faut établir un équilibre et je pourrais revenir si vous avez des questions là-dessus. Mais deuxième exemple, où on essaie de neutraliser les contextes ou les spécificités quand elles nous paraissent contraires aux obligations internationales des États, évidemment, c'est la situation économique. C'est l'argument économique. Et ça, souvent, quand on parle, par exemple, dans le dialogue avec l'État, quand on évoque la question des prisons, la situation des prisons et le caractère absolument catastrophique des conditions sanitaires dans lesquelles vivent les personnes détenues ou plein d'autres questions, la situation de la justice, les questions liées à la justice, au fonctionnement de la justice, par exemple, dans beaucoup d'États où il y a des violations très graves de droits de l'homme, quand on pose la question des enquêtes qui sont menées, quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des victimes pour pouvoir procéder à des enquêtes, etc. Souvent, les réponses qui sont apportées par les États, c'est que ça coûte cher. On ne peut pas parce que ça coûte cher. Il y a cette idée, si vous voulez, que là encore, qui est une idée qui est utilisée contre les droits de l'homme, qui consiste à dire, finalement, respecter les droits de l'homme, c'est pour les pays riches. Nous, on est pauvres, et comme on est pauvres, on ne peut pas respecter les droits de l'homme. Alors, ça peut s'entendre, évidemment, donc ce n'est pas un argument, il ne faut pas être non plus dans sa tour d'ivoire et je dirais marteler le discours droits de l'homme sans se rendre compte qu'il y a une réalité socio-économique derrière, mais du point de vue juridique, évidemment, ce n'est pas un argument qui est recevable. Donc, on peut entendre, bien sûr, qu'un État ait besoin de temps pour moderniser ses prisons ou pour moderniser son système de santé et permettre aux personnes d'accéder à telle ou telle prestation, ou idem pour les écoles, etc. Mais ce que l'on ne peut pas entendre, si vous voulez, c'est l'argument massu qui consisterait à dire on ne respecte pas les droits de l'homme ou on ne peut pas appliquer le pacte parce que ça coûte cher. Ça, c'est pas ne pas torturer, c'est une obligation qui ne demande pas d'argent.
à un moment donné, bon, alors si vous allez me dire, oui, mais il faut quand même former la police, etc. Oui, bon, ben ça, c'est vrai, ça peut avoir un coût, mais la mise en œuvre des obligations au titre du pacte sur les droits civils et politiques ne peut pas être conditionnée par cela. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la réponse qu'on va faire aux États, évidemment, c'est une réponse qui peut être en deux temps. La première consiste à dire que ce n'est pas un argument que l'on peut recevoir, parce que sinon, là encore, on tomberait dans le relativisme, mais cette fois-ci, qui ne serait plus moral, religieux, mais qui serait économique. Et ça, on ne peut pas, évidemment, quand on est sur le terrain de droits de l'homme. Maintenant, selon les droits dont on parle, évidemment, on peut s'attendre, on peut accepter que les choses soient progressives, surtout quand on parle, par exemple, de réforme de mentalité ou réforme de la société. Ça n'est pas demain, si on a un pays qui est profondément homophobe, ce n'est pas demain que l'on va apprendre, que l'État va évoluer, apprendre à sa société à accepter la différence, la pluralité des modes de vie, des orientations sexuelles, etc. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. De ce point de vue-là, ça c'est de la documentation qui est accessible sur le site du Comité des droits de l'homme. Si ça vous intéresse, vous pouvez consulter ce qu'on appelle donc les observations finales. Donc les observations finales, c'est le document que le Comité des droits de l'homme produit à la suite du dialogue qu'il a avec un État. On a eu donc un dialogue très, très intéressant avec le Togo en juillet. Donc, c'est un dialogue en ligne, puisque pour l'instant, on fonctionne encore en ligne. Et le Togo, c'était un très, très bon dialogue parce qu'il représente bien, et c'était un bon équilibre entre ce que les réponses étaient très, très intéressantes et très bonnes. C'était un bon équilibre entre ce que l'État peut faire aujourd'hui, justement, sur ces questions sensibles dont j'ai parlé, avortement, homosexualité, plein d'autres thèmes, situation économique, et puis le temps dont il a besoin aussi pour faire avancer les choses. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a essayé ensuite, dans nos observations finales, évidemment, de refléter ça, de dire, finalement, c'est très bien de voir qu'il y a un élan, il y a un élan plutôt positif d'ouverture. L'État accepte que l'on ne puisse pas maltraiter, tabasser, discriminer des gens pour des raisons d'orientation sexuelle, par exemple. Encore une fois, je prends cet exemple-là parce que dans les discussions au plan international, avortement, LGBT, orientation sexuelle, ce sont les deux thèmes les plus compliqués. Et donc, là, on a eu ces discussions-là. Et donc, l'État reconnaissait, on a discuté ouvertement, je dirais, de ces thèmes-là. Et puis, en même temps, nous, on reconnaît que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va modifier l'état du droit, les mentalités, que ça prend du temps, etc. Bon. Donc, il y a une neutralisation, comme je le disais, des contextes économiques ou autres, mais en même temps, là encore, pour essayer d'être un peu réaliste dans notre approche des droits de l'homme, on prend en compte ou on tient compte des difficultés socio-économiques qui peuvent être que peut rencontrer un État. La dernière, en termes d'approche universelle et de neutralisation, la dernière, puisqu'on parle de paix aussi, vous allez entendre parler de paix toute cette semaine, le dernier exemple que je donnerai de neutralisation ou de beyond, quand le comité essaie d'aller au-delà des situations nationales, évidemment, ce sont les situations de conflit, les conflits armés, guerres civiles, catastrophes naturelles. Alors, il y a une question très intéressante de Moïse, je vous appelle par votre prénom si ça ne vous dérange pas, donc de République démocratique du Congo. Je reviendrai sur votre question sur la situation, la période du Covid, qui est évidemment une question absolument fondamentale. Mais c'est vrai que, là encore, dans les dialogues qu'il a avec les États, le Comité des droits de l'homme essaie aussi d'aller au-delà des situations de conflit, mais ce n'est pas facile, bien sûr. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, quand un État ratifie le pacte, c'est lui qui est redevable de ses obligations. Bon. Et le Comité des droits de l'homme ne va en général pas accepter qu'il y ait des modifications ou une atténuation de sa responsabilité
parce qu'il rencontre une situation de guerre civile, il ne contrôle plus son territoire, etc. Ça, c'est un cas, par exemple, que l'on a eu plutôt il y a 1 an dans le dialogue avec la République centrafricaine. La République centrafricaine a expliqué au comité, à juste titre, que des parties extrêmement importantes de son territoire n'étaient plus sous le contrôle du gouvernement central. Bon, donc à ce moment-là, évidemment, le comité est dans une position qui est difficile parce qu'on est obligé de répéter ou de réaffirmer, si vous voulez, à la République centrafricaine qu'elle doit bien sûr respecter les droits civils et politiques. Et puis en même temps, on ne peut pas ignorer la réalité de terrain qui fait qu'il y a des morceaux entiers de territoire qui ne sont plus contrôlés par l'État. Donc là, bien sûr, on invite au dialogue. Bon, mais là, c'est une limite et ce sera les éléments aussi de conclusion sur Comité des droits de l'homme comme acteur de la paix. On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Donc, quand l'État nous dit « moi, je ne contrôle plus mon territoire », bon, la seule chose qu'on peut faire, c'est encourager au mécanisme de paix, la réconciliation, etc. Et puis encourager les acteurs qui, eux, contrôlent le territoire à essayer de faire en sorte que… Bon, mais en tant que tels, eux, ce ne sont pas nos interlocuteurs. Vous voyez, ça, c'est une limite aussi d'un mécanisme qui est statocentré, hein, qui est centré sur l'État. Or, vous le savez, et vous le verrez pendant toute la semaine, les acteurs de la paix, ce ne sont pas et voire parfois pas du tout, des acteurs étatiques. Bon. Mais le comité ne parle qu'aux États. Donc, ça, c'est aussi une limite du rôle qu'il peut jouer en tant qu'acteur de la paix. Alors, j'en profite pour répondre aussi à la question donc, qui est posée par Moïse sur la période Covid. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Comment est-ce que les États ont réagi ou réagissent face à la pandémie? Alors, très peu d'États, une quinzaine, ont fait une déclaration auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui est le dépositaire du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, très peu d'États ont fait une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration de dérogation, expliquant, comme vous le mettez dans votre question, expliquant qu'ils ne peuvent pas respecter, du fait de la pandémie et de la nécessité de lutter contre la pandémie, qu'ils ne peuvent pas respecter l'intégralité des droits du pacte. Alors, ce sont surtout des États d'Amérique latine qui ont fait cette déclaration, avec plus quelques États européens, mais qui ont ensuite très vite retiré leurs déclarations, et beaucoup d'États latino-américains qui ont fait la même déclaration auprès de la Convention américaine des droits de l'homme. Donc, ils l'ont dupliqué. Enfin, ils ont fait finalement des dérogations aux deux instruments, Convention américaine des droits de l'homme et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, essentiellement, ça ne vous surprendra pas, essentiellement vis-à-vis de la liberté de circulation, article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la liberté de manifestation, article 21. Et il y a certains États qui ont aussi fait une dérogation relative à l'article 9 du pacte sur les conditions sur la liberté individuelle, conditions d'arrestation, etc. Et certains qui ont fait également une déclaration sur la liberté d'expression, article 19. Bon, alors, en fait, vous posez deux questions et vous dites, est-ce que les États respectent intégralement les libertés individuelles, surtout en période de Covid? Non, la réponse est non, clairement non, notamment en matière de liberté, bien sûr, en matière de liberté de circulation, liberté de mouvement. Il y a beaucoup, l'Australie étant un État qui évidemment est le plus emblématique, mais il y a des États, par exemple, qui ont fermé leurs frontières, y compris vis-à-vis de leurs nationaux. Donc là, vous avez un problème, si vous voulez, de droit de retour, du droit du national à rentrer dans son pays. Là, on parle de plus de 40 000 Australiens, donc ayant la nationalité australienne, qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas revenir. Donc là, il y a un vrai problème d'article 12 de ce point de vue-là. Donc, il y a aussi beaucoup, ce que l'on voit, beaucoup
également, ce sont des difficultés du point de vue protection à la vie, protection de l'intégrité pour les personnes qui sont privées de liberté. Donc, que ce soit des personnes privées de liberté dans un cadre pénal, donc des détenus par exemple, ou alors dans des personnes en rétention administrative par exemple. Hein. Donc, est-ce que les États respectent les libertés individuelles? Non, non, non. Maintenant, si vous voulez, pour l'instant, le comité n'a pas, à l'inverse de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà rendu des premiers arrêts, ou un ou deux premiers arrêts sur cette question-là, Covid et CEDH, le comité des droits de l'homme n'a pas encore rendu de décision individuelle là-dessus. Maintenant, c'est vrai dans les questions que l'on envoie aux États, on leur demande justement ce qu'ils prennent ou ce qu'ils ont pris comme mesure pour soit au plan général, soit au plan individuel, essayer de faire pour lutter contre la pandémie et puis surtout quelles mesures de protection vis-à-vis des groupes les plus vulnérables, par exemple. Donc, mais non, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que les États je ne pense pas que les États respectent leurs obligations. Alors, j'en profite, je regarde les deux autres questions. Ah oui, ça c'est très intéressant. Il y a une question sur… alors, je pourrais revenir sur le vocabulaire global universel. Je ne sais pas si on peut, au plan juridique, faire une différence. Donc, je vais réfléchir, je vais laisser mon cerveau réfléchir, mais je vais tout de suite répondre à votre deuxième question qui est très, très intéressante. La première est très intéressante aussi, hein, mais votre deuxième est très intéressante également. C'est la résistance qu'il y aurait vis-à-vis de… Ah ben la question a disparu. Alors, voilà. La résistance qu'il y aurait vis-à-vis aux valeurs occidentales, c'est-à-dire dans l'autre sens. Pas les États qui résisteraient aux valeurs vues comme occidentales, mais des États occidentaux qui résisteraient aux valeurs non occidentales. Alors, ça, c'est une très, 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 très bonne question. Je n'ai pas d'exemple de dialogue que l'on aurait eu, ou que le comité aurait eu avec un État occidental qui aurait dit « Ah, moi, je ne veux pas entendre parler de ce principe-là ou de cette règle-là parce que ça vient plutôt d'Amérique latine ou plutôt d'Asie ou plutôt d'Afrique ou autre. » En revanche, cette résistance-là, on l'a au sein du comité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, moi, je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup plus de personnes qui ont une formation différente de la plupart des juristes français, britanniques, américains, c'est-à-dire des juristes d'Amérique latine, par exemple, qui peuvent avoir une sensibilité différente ou une approche du droit ou une philosophie du droit différente, ou des juristes asiatiques notamment. Alors, pour les juristes africains, la décolonisation a fait que souvent, beaucoup de juristes africains sont soit de tradition française ou francophone du droit, soit anglo-saxonne. Donc, on va rester dans des choses qui sont plutôt familières. Mais donc, plutôt Amérique latine et Asie. Et là, il y a une vraie résistance. Et souvent, notamment, par exemple, le collectif, les droits collectifs, les autochtones, j'y reviendrai. Quand on essaie de dire aux collègues oui, mais regardez, la Cour interaméricaine a dit que, ou ah, mais ça peut être intéressant, dans telle approche du droit des communautés autochtones, il y a telle décision, ça c'est du vécu, hein, il y a telle décision de la Commission africaine que nous pourrions peut-être utiliser. J'avais voulu faire cette sortie-là lors d'une de mes toutes premières sessions au comité, et la réponse qui m'avait été faite, c'est on n'est pas la Commission africaine des droits de l'homme ou on n'est pas la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc, il y a une résistance de ce point de vue-là. Il y a vraiment une résistance de ce point de vue-là.
et donc la question, si vous voulez, ne s'est même jamais posée, n'est même jamais montée jusqu'aux États parce qu'on n'a jamais dans nos questions essayé, enfin le comité n'a jamais dans ses questions essayé d'aller rechercher des approches innovantes, on va dire, hein, et que l'on insérerait dans le dialogue avec les États. Mais ça, c'est vraiment un combat. Il y a un terme, c'est pour ça que je fais très attention au vocabulaire, et c'est pour ça que je vous disais en tout début, c'est peut-être pas très poli de ma part, mais c'est une manière aussi de provoquer. Mais c'est pour ça que j'aime pas les termes le reste, ailleurs. Il y a un terme qu'on utilise parfois aussi qui est très condescendant, c'est pour qualifier le reste ou l'ailleurs, c'est l'exotique. On va pas utiliser cette jurisprudence-là parce qu'elle est exotique. Nous, on fait du droit sérieux. Hein. Donc, c'est vraiment une manière aussi c'est du relativisme aussi pour dire, nous, on ne veut pas de ce qui vient, soit de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, aux commissions ou Cour interaméricaine des droits de l'homme, soit ce qui vient de la commission ou Cour africaine des droits de l'homme. Donc, là, il y a un vrai travail d'éducation à faire. J'avais fait une opinion partiellement dissidente là-dessus, notamment sur la question du droit à la nationalité. Le comité des droits de l'homme a rendu une belle décision là-dessus, sur le droit à la nationalité, notamment donc, d'un enfant apatride, une affaire contre les Pays-Bas. Mais pour moi, la décision n'est pas allée assez loin. Et si on avait utilisé tant la jurisprudence de la Commission africaine sur ce qu'être apatride signifie en termes de dignité, et la jurisprudence de la Cour interaméricaine sur ce que l'on pourrait dire aussi sur le droit à la personnalité juridique, je pense que notre décision aurait été meilleure. Donc pour moi, ça c'est un exemple d'utilisation manquée d'autres approches qui nous auraient permis d'enrichir notre approche justement de la dignité ou du droit à la nationalité. Mais il y a une résistance. Encore une fois, voilà, on n'est pas là pour faire de l'exotique, on est là pour faire du droit sérieux. Je m'aperçois que oui? on est passé aux questions-réponses par le fait des interventions des uns et des autres sur le Q&A. Je ne sais pas si, Hélène, tu avais des propos conclusifs, parce que je pense qu'il y a aussi des étudiants qui aimeraient probablement prendre la parole en direct. Ouais. Et on pourra faire aussi ce petit échange comme ça, ce qui donnera aussi la possibilité à quelques-uns qui se sont un peu préparés, peut-être. Très bien. Alors, avec toi. Je termine sur les questions. Il y a encore 2 questions intéressantes, puis ensuite j'ai un mot conclusif, et puis on prendra les questions qui sont dans la salle. Il faut aussi qu'on privilégie les personnes qui subissent le en ligne. Hein. Mais je termine avec les 2 questions et puis ensuite un mot de conclusion et on entame le dialogue pour une 20aine de minutes avec la salle ou une 30aine de minutes. Alors, oui, alors il y a une question très très intéressante aussi et très importante. Alors, j'ai pas de nom, c'est spectateur anonyme, mais donc de monsieur ou madame spectateur anonyme, mais qui est une question très très sérieuse, évidemment. Comment faire en sorte que les ONG qui sont dans des pays extrêmement répressifs, compliqués, où il y a des violations graves de droits de l'homme, puissent porter à la connaissance du comité des informations sans qu'il y ait de représailles. Ça, vous avez parfaitement raison, c'est une réalité très très sérieuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reçoit des informations, et qu'ensuite on a un dialogue, que ce soit donc c'est vrai, c'est un vrai dialogue, hein, c'est physique, enfin je veux dire par là, que ce soit en ligne ou à Genève, on pose les questions et l'État, la délégation de l'État nous répond. Il y a d'abord une phase écrite, mais ensuite on a vraiment un dialogue interpersonnel, je dirais. En général, on ne cite jamais, on ne dit jamais telle ONG nous a dit. On est toujours très évasif en disant d'après nos informations. Alors, bon, peut-être que ça ne suffit pas pour protéger, évidemment, hein, les personnes qui nous enverraient les informations, mais évidemment, il y a une première règle que l'on respecte systématiquement, c'est de ne jamais, jamais, jamais citer les sources. Et en plus, c'est à la fois une manière, évidemment, de protéger l'ONG ou la personne qui nous a donné ces informations, puis c'est une manière de nous protéger, nous, parce que si l'information n'est pas tout à fait juste ou si elle est erronée, bon,
on prend des distances avec l'information en disant, voilà, on a des chiffres ou on a des informations selon lesquelles tel État pratique les disparitions forcées ou les détentions arbitraires, ou alors la police a utilisé la force contre telle personne. Quelle est votre réponse? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le deuxième moyen pour éviter, évidemment, pour essayer d'éviter les représailles, ce qu'on appelle les représailles dans le vocabulaire Nations Unies, c'est d'essayer de toucher ou d'être représenté en quelque sorte par une ONG plus grosse. C'est-à-dire les grosses ONG qui, elles, ne craignent pas les représailles parce que, par exemple, elles ne se trouvent pas sur le territoire de l'État. Amnesty International, Redress ou ce genre d'ONG. Ça arrive souvent. Ce que l'on a souvent aussi, et c'est très utile pour nous, c'est qu'on a en réalité un groupe d'ONG. Selon le thème sur lequel les ONG travaillent, si c'est droits des femmes, droits des LGBT, droits des personnes en situation de handicap, migrants, etc., eh bien, il va y avoir une coalition d'ONG qui va envoyer alors au Comité des droits de l'homme un rapport, ce qu'on appelle un rapport consolidé. Après, moi, ce que je recommande aussi, c'est le contact informel avec des membres du comité. Vous envoyez une information. Nous, on vérifie toujours. Donc, encore une fois, si vous m'envoyez une information, alors anonyme, par exemple, je ne vais pas l'utiliser comme telle directement dans le dialogue. On va vérifier. Voilà, est-ce que si vous dites hier, il y a eu un massacre de 100 personnes dans telle prison, je vais vérifier si je trouve des choses dans la presse internationale, dans la presse locale, etc. Et s'il y a quelques éléments suffisants pour me dire, bon, ben là, on a peut-être un problème, il faut poser la question à l'État, on pose la question. Et puis si l'État, ce à quoi nous on s'expose, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'au pire, l'État va nous dire, ça arrive. Parfois, les États nous insultent en disant, mais enfin, vous faites vraiment mal votre travail, vous êtes de très mauvais experts, vous êtes dans les mains des ONG, etc. Ce qui n'est pas très grave. Maintenant, souvent, les États soit vont nier, non, c'est pas vrai, ça s'est pas passé comme ça, etc. Soit les États vont dire oui, bon, mais vont donner par leur réponse ou leur malaise, suffisamment d'éléments qui font que alors le comité va mettre cette question-là ou ce point-là dans ses observations finales. Mais il ne faut pas hésiter, encore une fois, de manière informelle, à contacter le secrétariat ou des membres des comités dont on trouve les adresses facilement sur Internet. Alors, il y a une dernière question du Brésil et je suis contente voilà, je connais, on se suit et je suis contente d'avoir votre question. Jania, concernant la pandémie, y a-t-il un dialogue entre le comité et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, notamment donc, pour rappeler aux États leurs obligations en matière de dérogation en cas de Covid, etc. Alors, on a eu un dialogue avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme l'année dernière, en octobre dernier. On n'a pas eu pour l'instant de dialogue avec la Commission interaméricaine. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on prépare des questions qu'on envoie, donc l'État avant le dialogue, évidemment, à quelques mois pour répondre aux questions, quand on prépare des questions, on s'appuie comme source d'information, justement, on s'appuie sur les travaux soit de la Commission interaméricaine, soit de la Cour interaméricaine. Si, par exemple, récemment, on a demandé à un État s'il avait appliqué les ordonnances de mesures provisoires Covid qui avaient été adoptées en juillet 2020 par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, ça, on essaie d'avoir ce dialogue-là. Et on rappelle aux États, pour revenir aussi à la toute première question sur la dérogation, les limites, etc. Et on rappelle aux États, effectivement, leurs obligations de respecter le pacte. Malheureusement, on n'a pas tellement… Le comité n'est pas un organe qui est très réactif. On ne peut pas réagir. À l'inverse de la Commission interaméricaine ou de la Commission africaine,
On ne va pas adopter, par exemple, des communiqués de presse ou des choses comme ça. Il faut toujours attendre. C'est très lent, hein, donc il faut toujours attendre soit que des affaires individuelles nous parviennent, soit qu'on ait un dialogue avec l'État concerné. Voilà. Je voulais juste peut-être, alors, en guise de conclusion, et ensuite on passe aux questions de la salle ou aux questions qui seraient encore en ligne. Sur le lien entre le travail du comité et la paix, vous l'avez compris, le comité des droits de l'homme, c'est un organe historique qui est très important, qui a rendu des décisions très, très, très importantes en matière de droits de l'homme. Maintenant, il faudrait peut-être il souffre un petit peu d'archaïsme, hein, vous l'avez compris aussi, c'est un organe des années 60, créé dans un contexte particulier pour connaître d'une convention particulière, mais adopté dans un monde qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Hein. Or, modifier un organe tel que celui-ci, ou les comportements des membres, on peut être élu pendant autant de mandats que l'on veut. Hein. La membre française qui me précédait a siégé au comité de 1989 à 2014. Hein, donc, on peut y passer, plus de 20 ans, ou pratiquement 20 ans. Mais c'est difficile. Modifier un tel organe est difficile. Est-ce que c'est un acteur de la paix ? On ne peut pas répondre à la question comme ça. Je ne veux pas être bêtement optimiste ou je ne suis pas là pour vendre ma marchandise. La disposition qui est importante, mais qui a été un petit peu décevante, justement, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui n'a pas servi comme instrument de la paix, c'est l'article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, elle n'a pas servi précisément parce que très tôt, le comité des droits de l'homme a dit mais l'article 1er n'est pas justiciable, on ne peut pas l'utiliser. Hein, donc, on ne peut pas l'utiliser pour déposer des plaintes, notamment pour demander l'indépendance, faire sécession ou peu importe. Donc, c'est pas à l'inverse des autres droits et libertés garantis par le pacte, celui-là ne peut pas servir de base. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'inverse de la Charte africaine, sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on n'a pas dans le pacte sur les droits civils et politiques un droit à la paix. On n'a pas non plus dans la jurisprudence du comité quelque chose qui se rapproche de ce qu'a pu dire la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur le droit à la sécurité, qui ressemble un peu au droit à la paix. Hein. La Cour interaméricaine interprète de plus en plus le droit à la sécurité comme le droit à une vie sans violence. Il n'y a pas ça pour l'instant dans la jurisprudence du comité. Hein. Il n'interprète pas le droit à la liberté, à la sécurité comme signifiant qu'au plan individuel, au plan communautaire ou au plan collectif, j'ai le droit de vivre sans violence. Bon, là encore, hein, pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure sur l'influence de valeurs non occidentales, ça pourrait être intéressant d'explorer ça, hein, de dire est-ce que finalement dans le droit à la liberté, à la sécurité, que nous on a toujours interprété comme à la manière de la CEDH, le droit de ne pas être privé de liberté arbitrairement, est-ce qu'il ne faut pas y inclure cette dimension justement plus liée à la paix et que ce soit la paix individuelle, locale ou nationale. Pour l'instant, on n'a pas cette jurisprudence-là. La seule chose que l'on a, c'est davantage sur le fondement de l'article 27 que j'évoquais tout à l'heure, le droit des communautés, des membres d'une communauté de vivre selon leurs traditions culturelles, etc., etc. Bon. Donc, est-ce que c'est un acteur mondial de la paix? Non. Je pense que ça, vous l'avez compris. C'est un organe de droits de l'homme un peu dépassé, mais qui doit se moderniser et qui doit justement, pour se moderniser, se rendre compte que le monde dans lequel il évolue, hein, le contexte juridique, sociologique, rapport de puissance, etc., dans lequel il évolue, a profondément changé depuis 1966. Voilà, je m'arrête là et puis comme ça, on peut aussi laisser la place aux questions de la salle. Merci beaucoup, professeur Tigoja, pour ce propos extrêmement riche, même un peu critique, même à notre égard d'ailleurs, un peu critique, puisqu'on a commencé avec le titre.
moi, je fais juste une réponse à cette affirmation pour dire que c'est la richesse de la masterclass, ce propos introductif, parce que c'est extrêmement intéressant. J'ai presque eu envie de mettre l'introduction, donc le propos introductif, en parallèle avec le propos conclusif, puisque Amitav Acharya, qui conclut cette masterclass vendredi de la American University, utilise encore dans ses derniers écrits le terme de Beyond the West and the Rest, en tout cas the West and the Rest. Et c'est pour le transcender et pour le dépasser. Donc, c'est tout. Je pense effectivement que tout se trouve dans le Beyond et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'était ça aussi un peu le parti pris. Les étudiants, donc, ici… Si je peux juste intervenir, je crois que j'ai plus été choquée par le ailleurs qui avait été ajouté tout à l'heure. Ailleurs. Alors, Zara voulait intervenir, si je ne me trompe pas. Lucas, Lénaïque, Clarisse, déjà, avec certitude, puisqu'ils sont connectés face à toi. On peut prendre les 2, 3, 4 questions, si elles sont différentes, et répondre d'une traite aux 2, 3, 4 questions. Donc, allons-y, Zara. Bonjour, Madame Tigroudja. Déjà, excusez-moi pour ma voix, je suis désolée. Et je vous remercie pour votre intervention, c'était très intéressant. J'aimerais réagir à ce que vous avez dit en ce qui concerne les droits un petit peu, droits des femmes, droits LGBT, droits à l'avortement qui sont un petit peu tabous. C'est ce que vous avez dit. Et j'aimerais lier ça aux ONG et aux différents organismes. En fait, on sait que les décisions du comité ne sont pas contraignantes et qu'il n'est pas possible de contraindre un État, même si les communications qui sont émises par le comité peuvent avoir une résonance en confrontant l'État à ses actions, à ses responsabilités. Tout comme un organisme pourrait se servir d'une décision du comité pour faire pression sur l'État en question. Alors, je n'ai pas d'exemple précis concernant cela, mais justement, j'aimerais vous demander si vous avez déjà fait face à une affaire, à un cas, si c'est possible d'en parler ou pas, dans lequel un ou plusieurs organismes avaient déjà joué un rôle déterminant pour faire pression sur un État condamné par le comité, et si oui, si ça avait eu un impact juridique important pour l'État qui était impliqué. Voilà. Merci, Zara. Lucas? Oui, alors… coupe ton son. Vas-y. Ah non. Allez-y. Vous pouvez rallumer votre micro. Hop, oui. Voilà, désolé. Du coup, merci pour cette intervention. Alors, moi, ma question est portée plus sur la problématique de la fragmentation, parce que vous avez quand même souligné la prolifération de tous ces comités conventionnels, et puis maintenant, il n'y a plus que des comités conventionnels, il y a aussi le Conseil des droits de l'homme qui a été créé, etc. Et je me demandais si vous conceviez un risque de fragmentation qui pouvait amener à l'émergence d'interprétations contradictoires au niveau des droits de l'homme, et si oui, il existait des instances, même informelles, pour s'assurer d'une certaine harmonisation des prescriptions onusiennes en matière de droits de l'homme. Merci Lucas, et je pense que Clarisse et Lénaïque avaient aussi des questions. Non, Jeanne, pardon. Oui. Alors, je me joins d'abord à mes camarades pour vous remercier pour cette conférence qui était vraiment très intéressante. Et moi, ma question, elle se posait plus sur l'objectif de paix. Vous avez dit que le comité n'était pas un réel acteur de la paix, mais je voulais vous poser la question de savoir si la reconnaissance des droits de l'homme civils et politiques, c'était un facteur de paix, ou si la grande différence entre tous les États signataires, ça biaisait un petit peu cet objectif. Merci. Et moi, pour finir, bonjour, merci beaucoup, Madame Tigroudja. Une question complètement différente, peut-être plus sur votre parcours. Vous êtes, ce que j'en ai retiré en tout cas de vos expériences que j'ai lu sur Internet, c'est que vous avez deux parcours expertales, un en tant qu'académique et un plus professionnel en tant que membre du comité des droits de l'homme et peut-être dans l'Union européenne, c'est la même sorte d'expertise qui s'exerce. Je voulais savoir, dans une dimension plus globale, quelle différence vous faites entre les deux expertises en tant qu'académique dans la recherche et en tant que professionnel dans l'exercice presque de cette recherche,
et comment ça se compose finalement, ces deux expertises. Merci. Alors, merci beaucoup pour vos 4 questions qui sont vraiment évidemment des questions importantes. Je vais les reprendre dans l'ordre et donc la question je vous appelle par vos prénoms, hein, si vous le permettez. Je vais reprendre la question d'abord de Zara. Oui, vous mettez le doigt et vous avez raison sur quelque chose qui est problématique pour le Comité des droits de l'homme, puisque ça n'est pas un tribunal, ça n'est pas une cour mondiale des droits de l'homme, donc les États indiquent souvent que ces décisions individuelles ne sont pas contraignantes, surtout quand les décisions embêtent l'État, que l'État n'est pas obligé de les suivre. Alors, petite précision, il arrive assez souvent finalement que les États respectent, même si ce n'est pas forcément formellement contraignant, notamment dans beaucoup d'affaires d'éloignement de territoire ou alors celle que j'évoquais en passant sur le droit à la nationalité, nationalité d'un enfant apatride, l'État spontanément va décider de mettre en œuvre la décision du comité. Alors, votre question est un peu différente. Est-ce qu'il est arrivé que des organes internes, si j'ai bien compris, utilisent la jurisprudence du comité pour peut-être faire un peu bouger les choses, faire évoluer? Alors oui, ça arrive. Et il y a un exemple récent sur lequel je suis tombée, et à nouveau sur ces questions d'avortement, qui est très important, c'est en particulier le El Salvador. Alors, vous savez sans doute que le El Salvador est l'un des États qui a la législation anti-avortement la plus dure, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune exception à l'interdiction de l'avortement, hein, que ce soit à la suite d'un viol, inceste, la santé de la femme qui est gravement en danger. C'est pas possible. Et si la personne médecin ou la femme est soupçonnée, même par exemple en cas de fausse couche, hein, est soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement, ce n'est pas une amende. Hein. On parle de peines de prison qui peuvent aller jusqu'à 40-45 ans. Hein. Donc, il y a 2 ans, j'étais au El Salvador justement pour discuter de ce point-là. Et récemment, alors que l'État reste, hein, l'exécutif, le Parlement reste très, très, très contre l'avortement, récemment, la Cour constitutionnelle d'El Salvador a utilisé les observations finales du Comité des droits de l'homme et des décisions que le Comité des droits de l'homme avait rendues, en particulier contre l'Irlande, pour dire que le fait d'interdire de manière absolue l'avortement était contraire à un certain nombre de droits, et en particulier droit à l'interdiction des mauvais traitements. Donc, vous voyez, pour moi, c'est un exemple extrêmement important et extrêmement intéressant où, beyond la question de savoir si c'est formellement contraignant, pas contraignant, au plan stratégique, on a un acteur judiciaire de premier plan, puisque c'est la Cour constitutionnelle, qui a utilisé des décisions du Comité des droits de l'homme. Elle a utilisé aussi, je le dis pour renvoyer aussi au droit interaméricain également, donc décision de la Commission interaméricaine, de la Cour interaméricaine, pour se prononcer sur cette question-là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça oblige aussi le juriste, justement, européen, formé au droit contraignant, pas contraignant, à dépasser un petit peu ces catégories. Alors, j'arrive à la question de Lucas. Et d'ailleurs, je vais répondre immédiatement aussi à celle de Clarisse, parce qu'elles sont, vous allez comprendre pourquoi, mais elles sont, de mon point de vue, assez liées. Alors, la fragmentation, oui, ça aussi, c'est souvent une critique qui est adressée aux États, parfois de bonne foi. Hein, les États nous disent, mais moi, je ne sais pas quoi respecter. Hein. Il va y avoir 10 organes qui vont me donner 10 définitions différentes de la torture. Donc, je ne sais pas, finalement, comment je dois me prononcer sur comment je dois interpréter telle ou telle notion de droit de l'homme. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de fragmentation, alors, qui est plutôt d'ailleurs une fragmentation institutionnelle. Il y a plein d'organes, il y a trop d'organes.
Donc, c'est une fragmentation institutionnelle parce que à chaque fois qu'on va adopter une convention, on va en général créer un instrument, alors que, encore une fois, évidemment, ce n'est pas un sujet dont on va discuter demain aux Nations Unies, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un comité des droits de l'homme, puis un comité sur la torture, alors que le comité des droits de l'homme travaille sur des questions de torture, l'interdiction de la torture est dans la Convention. Même chose pour droits des femmes, discrimination raciale, etc. Bon, il y a toujours là, il y a des points de vue favorables à avoir des organes spécialisés ou pas, mais bon, ça c'est peut-être un autre débat. Maintenant, est-ce que cette fragmentation-là entraîne une fragmentation, je dirais, plus substantielle? Alors ça, je ne pense pas. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si dans le cadre de votre master, vous allez travailler sur, j'imagine que c'est dans votre bibliographie, mais sur le traité de droit international des droits de l'homme que j'ai coécrit avec mon collègue, le professeur Ludovic Henbel, qui lui est membre de l'autre comité, donc comité sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais c'est vrai que nous, on croit à une espèce de ius commune, ou alors ce que la Cour interaméricaine appelle le corpus juris international. Parce que, en réalité, quand on travaille de manière comparée, comme je le fais en tant qu'académique, on se rend compte, oui, certes, il va y avoir une contradiction de jurisprudence de temps en temps un peu frontale sur justement les questions d'avortement entre le Comité des droits de l'homme et la Cour européenne, ou la question du port du voile dans les espaces publics entre Comité des droits de l'homme et Cour européenne. Je peux vous donner 2 exemples ou 3 de contradictions. Il y a des milliers d'exemples de cohésion. Donc, c'est pour ça que c'est comme l'histoire des trains. On va se focaliser sur les trains qui arrivent en retard. Maintenant, tous les jours, il y a des trains qui arrivent à l'heure et dont on ne parle pas. Et je pense que c'est la même chose ici. Donc, ce que nous, on voit en pratique, c'est qu'il y a vraiment, malgré cette fragmentation, cette multiplication des instruments, je crois qu'il y a quand même une approche universelle au sens substantiel des droits de l'homme. Et l'harmonisation dont vous parlez, alors il n'y a pas en tant que tel un organe qui serait chargé de ça, mais ça va être lié au dialogue, hein, au fait de se lire les uns les autres. Hein, on posait la question tout à l'heure de savoir donc c'est Jania qui posait la question de savoir s'il y avait par exemple un dialogue entre le Comité des droits de l'homme et la Commission interaméricaine. Bon, c'est par le dialogue, c'est en connaissant les jurisprudences des organes africains, européens, interaméricains, etc., que l'on va essayer de faire en sorte que cette fragmentation institutionnelle normative ne se traduise pas par une fragmentation plus substantielle. Donc moi, encore une fois, en pratique, je ne pense pas. Et donc, ça me renvoie à la question de Clarisse, qui est la combinaison des 2 expériences. Alors justement, pour moi, les 2 expériences sont très liées parce que quand je suis arrivée au comité, j'y suis arrivée avec un mandat, de mon point de vue, qui était très clair et qui renvoie à la question de Lucas, hein, qui était de dire, en tant qu'académique, j'avais beaucoup écrit sur cette idée de ius commune, etc. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est faire dialoguer les organes entre eux. Il faut, et ça renvoie aussi à la question de tout à l'heure sur les valeurs non occidentales que l'on pourrait aussi importer dans cette approche assez occidentale des droits de l'homme. Et donc, à chaque fois que je suis rapporteur dans un cas ou autre, c'est vrai que j'essaie ça. J'essaie de dire, mais utilisons la jurisprudence africaine, utilisons la jurisprudence interaméricaine. Alors, parfois, ça marche pas. C'est du travail de persuasion. C'est peut-être pour ça qu'il faut 10 mandats pour, à un moment donné, arriver à un résultat. Et c'est là que les 2 expériences se rejoignent. C'est-à-dire que je ne pourrais pas essayer de faire ce travail de persuasion-là. Et on voit que depuis 2-3 ans, le Comité des droits de l'homme cite de plus en plus les autres organes, mais je ne pourrais pas faire ce travail-là si, en tant qu'académique, je ne continuais pas à lire
et à travailler de manière comparée. Donc oui, les deux expériences se rejoignent. La maîtrise des langues, forcément, si vous êtes habitué à travailler en tant qu'académique dans certaines langues, ben ça va profondément aider. Ça m'aide beaucoup, par exemple, aussi pour être en dialogue avec le GRULAC, le groupe latino-américain, par exemple. Pour moi, c'est important. Et ça, c'est plus l'expérience académique qui m'aide aujourd'hui dans cette expérience pratique. Et le fait d'être à la fois européenne, avec des origines algériennes, une sensibilité très forte pour l'Amérique latine, des connexions. Et vous voyez, ça donne aussi une place qui fait que, alors, j'ai pas de connexion avec l'Asie en revanche, où j'ai pas de langue particulière, etc. Donc ça, c'est plus difficile, mais ça permet aussi de dire, ben, je suis pas un produit. Je suis pas parisienne, par exemple. Donc, il y a une forme d'arrogance française au comité qu'on ne me prête pas parce que forcément, je suis pas parisienne. Donc, voilà, on est vu différemment. Jeanne, dernière question. Est-ce que la reconnaissance des droits civils et politiques est un facteur de paix? Oui, vous avez parfaitement raison. Quand je dis que le comité n'est pas un acteur de la paix, c'est que c'est pas, si vous voulez, c'est pas son objectif principal, ou il va pas tellement prendre position de manière frontale sur des questions de conflits armés. On commence à peine maintenant à avoir des cas qui arrivent, par exemple sur la Crimée. Bon, mais ça va être un test pour le Comité des droits de l'homme, la situation de la Crimée. Maintenant, c'est évident que la reconnaissance des droits civils et politiques est un facteur de paix, mais on n'a pas une jurisprudence très développée, par exemple, sur la justice transitionnelle. Et sur, voyez, est-ce qu'un État doit plutôt privilégier la condamnation de personnes ou les mécanismes de réconciliation? Ça, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, sur lequel on a énormément de pratiques. En tout cas, beaucoup moins que organes africains, organes interaméricains de droits de l'homme. Il n'y a pas non plus de prise, il y a de la jurisprudence, mais il n'y a pas de prise de position aussi ferme que les organes interaméricains sur les lois d'amnistie. Est-ce qu'une loi d'amnistie est par définition contraire au pacte international relatif aux droits civils et politiques? La réponse est plus nuancée que ce que peut être la réponse de la Cour interaméricaine, par exemple, sur cette question. Donc vous avez parfaitement raison. La reconnaissance des droits civils et politiques est un facteur de paix, mais ce qui ne transparaît pas de la jurisprudence du comité pour l'instant, c'est quelle balance entre paix et justice, par exemple, ou quelle balance entre paix et réconciliation, paix et reconstruction d'une société, le post-conflit. Voilà, on n'a pas énormément de choses là-dessus pour l'instant. Un grand merci, Hélène, pour cette intervention et ces réponses aux questions. On peut vous applaudir à nouveau.